Si l'on veut que tout reste comme avant, il faut que tout change. Cette célèbre phrase tirée du Guépard résonne ici comme une devise. Car si le Palazzo Ganji à Palerme a séduit Luchino Visconti pour décrire le train de vie de l'aristocratie sicilienne de la fin du XIXe siècle, aujourd'hui ses propriétaires savent que pour conserver un tel patrimoine, il faut savoir s'adapter au temps moderne. Le Palazzo Ganji est une merveille de conservation. Les décors et collections nous sont parvenus intégralement intacts. Et pour conserver ce patrimoine d'exception, ses propriétaires apportent des soins sans limite pour transmettre aux générations futures ce que l'on peut considérer comme le dernier parfait exemple d'une demeure de collectionneur à l'italienne. Les gens viennent voir ça. Ce qu'il y a d'exceptionnel au Palazzo Ganji, c'est que depuis finalement les travaux lancés à partir du début des années 1750 par le prince Valguarnera, tout est resté en place. Nous allons vous plonger dans les décors et les collections d'un des plus exceptionnels palais d'Europe, le Palazzo Ganji, véritable témoin artistique, demeuré intact depuis la moitié du XVIIIe siècle. Des enfilades de salons envoûtants, captivants, qui déploient la fierté et le talent d'artistes italiens de renom et dont les collections affirment la puissance d'une famille sensible aux arts. Et puis, en compagnie de sa propriétaire, nous vous ouvrirons les portes de l'exceptionnelle galerie des miroirs, bijoux de l'art baroque, unique en son genre. Un voyage hors du temps que Demeure de collectionneurs vous propose au cœur d'un des joyaux artistiques de la Sicile. Entièrement remanié dans les années 1750, le Palazzo Ganji se dresse au centre de Palerme et regarde 3 places. Comme souvent, le rez-de-chaussée du palais servait à abriter les échoppes des artisans. Articulé autour d'une cour centrale qui remonte au XVe et XVIe siècle, le visiteur mesure l'importance de la famille en empruntant l'impressionnant escalier d'honneur. À double volée, son dessin, dont l'ingéniosité se mesure par une vue en contre-plongée, serait de l'architecte Filippo Juvara. Il est orné de statues de marbre représentant les 4 saisons et fut commandité par 2 personnalités clés de l'histoire du palais. En 1740, Pietro Valguarnera épouse sa nièce, Mariana, pour éviter de séparer les titres et les propriétés. Et ces 2 personnages sont très très importants parce qu'ils décident de venir vivre dans ce palais, ils décident de commencer de très gros travaux de restauration et ils sont des visionnaires. Ils veulent créer dans ce palais et dans leur Villa Valguarnera à la campagne des folies. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Une folie, tel est le terme que l'on accorde volontiers à la succession de salons richement meublés et qui composent l'étage noble du palais. Car en Sicile, la puissance d'une famille se mesure au nombre d'antichambres. La salle d'armes, première de cette longue série qui caractérise le Palazzo Ganji, conserve au mur des toiles 18e. Peintes avec des herbes végétales et qui adoucissent l'austérité inhabituelle au palais. Des meubles en bois noirci fin 19e et des candélabres de Venise qui représentent l'esclavage et dont un modèle similaire fut présenté à l'exposition universelle de Paris. Ici, comme dans le reste du palais, les décors muraux tiennent une place majeure. Alors ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est qu'au Palazzo Ganji, on a eu le souhait de tendre sur les murs des miroirs, des étoffes précieuses, et qu'en l'occurrence, ces matériaux sont parfois beaucoup plus onéreux qu'un tableau. Et les tableaux précieux du Palazzo Ganji sont conservés en dessus de portes, conçus avec le décor et peints par Giuseppe Velasco et Gaspar Serenario. Les plus exceptionnels sont situés dans le salon vert et représentent les grands suicides de l'histoire et de la mythologie, comme ici Cléopâtre. Devenu salon de famille, ici se mêlent les divans Chaka aux pièces de porcelaine fine asiatique. Il renferme également 2 superbes exemplaires de cabinets palermitains du XVIIe en écaille de tortue et dont le travail de tabletterie est particulier à Lille. À la différence des meubles qu'on peut voir chez Boulle
ou qu'on peut voir dans les Flandres ou en Espagne, où on utilise aussi la tortue, en Sicile et à Naples, on appliquait l'écaille de tortue sur la feuille d'or ou d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une étape supplémentaire par rapport au meuble Boulle. Quand vous voyez la tortue chez Boulle, elle est très rouge, l'écaille, parce qu'elle est appliquée sur l'argile rouge, sur le bol rouge, alors qu'en Sicile, il y a une étape supplémentaire et on l'applique sur la feuille d'or ou d'argent, ce qui donne cette couleur très blonde. Et cette tradition de l'artisanat inscrit dans l'ADN du palais est largement perpétuée par sa propriétaire actuelle, qui consacre une large partie de son temps à rénover les 8000 m² de ce sanctuaire de l'art baroque. Et ce, avec l'appui des meilleurs artisans comme Silvia, originaire de Toscane, et qui travaille au palais depuis près de 17 ans. Ciao! Buongiorno! Un savoir-faire précieux pour la maison. Sylvia est en train de nettoyer ce guéridon qui fait partie du mobilier d'un boudoir qui est dans la bibliothèque. Alors toute restauration commence par le nettoyage, bien sûr, des meubles. Et ensuite, elle va refaire toute la feuille d'argent avec la mecca, qui est une technique qui est très très utilisée dans les palais en Sicile. Et dans le paysage des nombreux palais siciliens, le Palazzo Gangi conserve une pièce unique en son genre. La salle à manger, réalisée au début du 19e, est entièrement d'inspiration française et proche de certaines réalisations célèbres, comme la salle à manger du pavillon de Madame du Barry, immortalisée par une célèbre gravure de Moreau le Jeune. Les meubles, conçus pour la pièce, reprennent les motifs des décors muraux. Les pendules et le superbe service de Sèvres du début du XIXe siècle ont été conçus en France pour former cet ensemble d'une rare élégance. Et après avoir parcouru 4 salons fourmillant de précieux objets d'art, le visiteur pénètre le salon bleu. Dans ce mélange de styles où se côtoient portraits de famille et biscuits de Capodimonte, le salon conserve l'exemple d'un art sicilien très apprécié par la noblesse locale. Ces petits collages étaient fabriqués au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ils ont été très très à la mode au XVIIIe siècle, à Palerme et à Naples. Et on fabriquait ces collages avec des petits morceaux de soie, du mica, mais très probablement, plus que du mica, ce sont des cristaux de calcite, puisqu'on a beaucoup de calcite ici en Sicile, on a beaucoup de calcaire, et les visages sont peints sur ivoire et des lamières d'argent. Et les propriétaires des maisons voulaient se faire représenter dans leurs intérieurs avec leur hobby. On a un personnage qui s'est fait représenter avec son clavecin, donc clairement il aimait la musique. On a le duc des Grimaldi qui s'est fait représenter après avoir fini son autobiographie. On arrive à lire avec une loupe que c'est son autobiographie. Et puis il se représentait avec les modes de l'époque. Les modes vestimentaires, on en a un vêtu à la mode française, d'autres vêtus à la mode anglaise. Les modes aussi décoratives. On retrouve des objets très très siciliens, les petites chaises siciliennes, on voit l'Etna qui fume au travers de la fenêtre. Et parfois ces collages étaient faits par les propriétaires des maisons eux-mêmes. L'effet scénographique de l'enfilade de salons savamment pensé laisse croire aux visiteurs que la salle de bal, où trône un piano qui aurait vu jouer Wagner et que Luchino Visconti a immortalisé pour le film du Guépard, est la dernière de l'émerveillement et l'émotion suscitée par cette succession. J'avoue que ce qui est fascinant au Palazzo Gangi, c'est que lorsqu'on a traversé déjà tout cet ensemble de salons néoclassiques, qu'on arrive dans la salle de bal, qu'on découvre ce sol en majolique exceptionnel et qu'on pense avoir tout vu, tout ce qu'il y a de plus extraordinaire, et que d'un seul coup, donc on vous ouvre les portes de la galerie des miroirs et qu'on reste absolument ébloui. La galerie des miroirs, le saint des saints de la maison. Ici, nul autre ne saurait égaler l'impression baroque donnée au plaisir des yeux. Construite à partir de 1740 par un jeune architecte de 24 ans nommé Andrea Gigante, il aura fallu 10 années pour réaliser cette prouesse architecturale dont le double plafond aux niches asymétriques et dernier exemple de ce type de réalisation en Europe montre la sagacité de son concepteur. Pietro Valguarnera a voulu créer dans cette pièce une sorte de forêt d'or. Il y a une redondance des éléments décoratifs.
On retrouve les guirlandes de fleurs peintes à polychromie sur les volets. On a les mêmes fleurs sculptées dorées le long des portes, les mêmes fleurs sur les miroirs églomisés au-dessus des portes, les mêmes guirlandes de fleurs partout sur le double plafond, sur le grand lustre. Un lustre de Murano dont les secrets de fabrication ont été férocement gardés et qui compte parmi les 3 plus grands au monde de cette manufacture. Il domine un ensemble qui comporte des appliques et qui sont restés comme l'intégralité de la galerie, entièrement intactes. Le mobilier est recouvert d'une tapisserie d'origine d'Aubusson en parfait état. Il rehausse le plus bel exemple de pavement de Vietri conçu au XVIIIe et qui représente les travaux d'Hercule, dont les fameux guépards arborent des sourires humains. Et pour ne pas briser l'onirisme qui se dégage de la galerie, la faire entrer dans la légende, son commanditaire Pietro Valguarena détruisit les factures de ce joyau, laissant derrière lui un chef-d'œuvre inestimable. Il ne faut vraiment pas qu'on oublie ça en Europe. Tout ce qu'on construit, c'est pour l'éternité.